Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière. Elle est super importante et s'il vous plaît, je vais vous demander de la regarder jusqu'au bout et de la partager un max parce que ça peut aider beaucoup de gens. Vous l'avez vu, le thème de la vidéo, c'est l'addiction. L'addiction, la dépendance. Et la question, c'était est-ce qu'on est tous addicts? En 2022, je veux juste que vous sachiez que plus de 296 millions de personnes ont consommé des drogues. C'est une augmentation de 23% par rapport à la décennie précédente. D'accord? Alors, il y avait l'effet Covid, et on pensait que cet effet pourrait redescendre juste après, mais pas du tout en fait. C'est une progression, et on se dit aujourd'hui, on sait qu'à peu près tous les 10 ans, il y aura une consommation de drogue dure de plus en plus importante, et je ne vous parle même pas des drogues comportementales. Ça veut dire aussi que le nombre de personnes qui souffrent des troubles qui sont liés à la consommation de ce genre de choses a grimpé aussi de 39,5 millions. D'accord? C'est aussi une augmentation de 45% en 10 ans. Également, sur la même période, c'était début 2023, il y a 284 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans qui avaient consommé une drogue au cours des 12 derniers mois. C'est une tranche intéressante, c'est 5,6% de cette tranche d'âge qui reflète aussi une augmentation de 26% par rapport à 2010. Et si on y va du côté des dernières recherches de l'OMS, on serait presque tous addicts à quelque chose, que ce soit un produit ou un comportement. Alors d'un côté, il y a les drogues, il y a les médicaments, il y a la nourriture, il y a la cigarette, mais il y a aussi le sexe, l'achat compulsif, les jeux, Internet, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, nos écrans, et même le sport. Et le risque d'addiction est lié à une combinaison des facteurs qui sont multiples. On a des facteurs sociaux, on a des facteurs personnels qui sont associés au risque spécifique d'un produit ou même d'un comportement. Et parfois des produits qui peuvent être plus ou moins addictifs selon leur structure. Mais ce que l'on sait, c'est que la dépendance est toujours une interaction entre le produit, le comportement, la personne et le contexte dans lequel tout ça va s'opérer. Est-ce que c'est accessible, la publicité, le prix? Je ne sais pas si vous savez, mais l'une des plus grandes progressions mondiales d'addiction sur ces 20 dernières années, c'est le sexe et la pornographie. Il y a de plus en plus de sexe addicts et ça touche de plus en plus des très jeunes. Quand je vous parle de très jeunes, on parle de personnes qui ont en dessous de 12 ans. D'accord? Donc ça veut dire que le parcours du consommateur va comporter plusieurs étapes, plus ou moins rapides, mais que celles-ci de plus en plus accessibles et facilement. Et d'une espèce de consommation qualifiée d'occasionnelle, ça va devenir beaucoup plus fréquent, ça va devenir beaucoup plus régulier et conduire à une perte de contrôle. Donc laissez-moi vous expliquer le processus de la dépendance. D'abord, il va y avoir une espèce d'initialisation. On va trouver du plaisir à quelque chose. D'accord? Une fois encore, ça peut être un produit ou ça peut être un comportement. Ensuite, une fois que finalement cette initiation s'est bien passée, qu'on y a trouvé du plaisir, on va avoir envie de perpétuer les comportements grâce à l'automatisation. Et ça, notre cerveau va très bien s'en charger, je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Va s'en suivre des conséquences émotionnelles négatives. Et ces conséquences émotionnelles négatives, ils vont prendre le pas sur la recherche du plaisir ou du bonheur initial. Et c'est ça qui va conduire à la perte de contrôle sur la consommation. Alors pourquoi on devient tous accros aux drogues ou au comportement? Et d'ailleurs, quand on a une personne qui est touchée par une addiction ou une dépendance forte, souvent, il y a une question qui revient, mais c'est pourquoi il fait ça, quoi? Parce qu'à la limite, on ne comprend pas. Je veux que vous compreniez que toutes les drogues, et une fois quand je parle de drogue, quand je parle d'addiction, je ne parle pas simplement de produits, d'accord? Je parle aussi des comportements. L'achat compulsif peut en être un. La nourriture peut en être un. La masturbation excessive, parce que devant la pornographie, ou pas, peut en être un, d'accord? Mais tout ça déclenche une poussée de dopamine.
une poussée de désir dans le cerveau. D'accord? Et c'est ça qui va vous rendre incapable de résister à l'envie de consommer un peu plus. Et avec une consommation régulière, comprenez que le désir augmente, ok? Et le goût, c'est-à-dire notre goût pour la drogue ou pour le comportement lui-même, stagne. C'est-à-dire que on prend toujours le même produit, on a toujours le même comportement, mais le plaisir que l'on prend, il est plus pareil. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le plaisir et le désir, d'accord? Et donc, ce plaisir diminue, et en fait, ce mécanisme s'appelle la tolérance, c'est-à-dire que je vais avoir naturellement besoin de plus de produits ou de plus de ce comportement pour obtenir le plaisir désiré, d'accord? Et c'est difficile d'expliquer comment la dépendance à une substance se développe au fil du temps, parce que pour beaucoup, ça ressemble à une quête constante du bonheur, c'est-à-dire que les personnes cherchent leur moment de bonheur. Ne vous trompez pas. S'il y a un point commun que nous avons tous, les êtres humains, c'est que nous recherchons tous le bonheur d'une façon ou d'une autre. Mais parfois, les stratégies qu'on va employer, et notamment ces stratégies d'addiction et de dépendance, sont des mauvaises stratégies. Si par exemple, on prend des opiacés comme l'héroïne, ou des stimulants comme la cocaïne, voire certains comportements, comme l'achat compulsif, l'hyperphagie, vous savez, chez les boulimiques, ou la consommation de porno, voire la consommation excessive d'écran ou d'internet, tout ça s'affaiblit avec une consommation répétée. Et c'est également important de savoir que certaines drogues addictives, comme la nicotine, ça ne provoque pas obligatoirement un sentiment d'euphorie qui est perceptible chez la personne qui va le consommer régulièrement. D'accord? Alors, comment on peut expliquer justement cette persistance, ce désir de continuer l'addiction? On va essayer de comprendre comment finalement la consommation plaisir peut devenir compulsive et conduire des personnes comme vous, moi, à faire des mauvais choix et à tomber par exemple dans l'alcoolisme. D'ailleurs, il y a deux choses que je voudrais écarter complètement. Il y a une espèce de mythe sur la dépendance. Il y en a deux qui sont importants à mettre de côté. Ce sont deux explications courantes de la dépendance, mais quand on les confronte à un examen attentif via des recherches en neurosciences, ça ne tient pas la route. La première, c'est que la consommation compulsive de drogue, c'est une mauvaise habitude dont les toxicomanes doivent simplement se débarrasser. Okay ? Maintenant, comprenez que pour notre cerveau, les habitudes ne sont rien d'autre que la capacité d'effectuer des tâches répétitives, par exemple, attacher mes chaussures, ou me brosser les dents. Et en fait, le but, c'est que je le fasse sans fournir d'efforts et de le faire de plus en plus facilement, avec efficacité. Donc, en règle générale, les gens ne se trouvent pas coincés dans un cycle sans fin qui consiste à attacher compulsivement leurs chaussures, vous comprenez? Donc, déjà, ça, on peut mettre ça de côté. La deuxième théorie, elle dit surmonter le sevrage, c'est extrêmement difficile pour de nombreux toxicomanes. Vous devez comprendre que cette sensation extrêmement désagréable, le sevrage, va survenir lorsque le corps élimine enfin le médicament ou la substance ou se débarrasse du comportement. Et ça peut provoquer effectivement des sueurs, des frissons, de l'anxiété souvent, des palpitations cardiaques. Sachez que pour certaines drogues, notamment comme l'alcool, le sevrage, il peut même être mortel s'il n'est pas bien géré correctement. Mais on sait aussi que les symptômes de sevrage douloureux sont souvent cités comme la première raison de cette incapacité à échapper à la dépendance. Je veux juste que vous sachiez que même avec l'héroïne, ces symptômes disparaissent en grande partie après environ 2 semaines. 2 semaines. Et il y a de nombreuses drogues addictives qui ne provoquent que de très légers symptômes de sevrage. D'accord ? Ça ne veut pas dire pour autant que le plaisir ou l'habitude ou, j'ai envie de dire, le retrait ne font pas partie de l'addiction. Mais on doit se demander si ce sont ces composantes nécessaires de la dépendance ou si la dépendance peut être entretenue sans elle. Et c'est là où la dimension psychologique va prendre tout son effet. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la notion de différence entre plaisir et désir. Et ça, c'est une distinction super importante et j'ai un truc qui me vient à l'esprit, donc je vais vous le dire maintenant. Dans les années 80, il y a des chercheurs qui ont fait une découverte surprenante. La nourriture, le sexe, les drogues semblent tous provoquer cette libération justement de la dopamine dans certaines zones du cerveau, et notamment le noyau accumbens. Dans la communauté scientifique,
ça semblait suggérer à beaucoup, en tout cas, que ces mêmes zones sont les centres du plaisir du cerveau et que la dopamine, c'est notre neurotransmetteur interne du plaisir. D'accord? Sachez que cette idée, c'est mort. Le cerveau possède des centres de plaisir, mais ils ne sont pas régulés par la dopamine. Ok? Il s'avère qu'en fait, que dans le cerveau, aimer quelque chose et désirer quelque chose sont deux expériences psychologiques différentes. D'accord? Je vais vous donner un exemple. On va faire la distinction entre le plaisir que je peux avoir immédiat, que l'on peut éprouver en mangeant un bon gâteau au chocolat. Okay, on va dire un cookies pépite de chocolat. Vous voyez, c'est avec la publicité, le truc super sympa. D'accord? La notion de désir, ça représente le désir, l'envie que les gens vont avoir et qu'ils éprouvent quand ils regardent une assiette de biscuits qui est au centre de la table. Vous savez, quand vous faites un petit meeting avec des potes, on a une réunion, il y a quelqu'un qui a posé des biscuits au milieu de la table et en fait, vous en avez vraiment envie. D'accord? Ça, c'est le désir. Le plaisir, c'est quand je vis la chose. Le désir, c'est quand je l'anticipe. En fait, vous devez comprendre que la dopamine, elle est responsable de l'envie, pas du fait de l'aimer. Okay? Dans une autre étude, il y a des chercheurs qui ont examiné des souris dont le cerveau ne produisait plus de dopamine. Et en fait, les souris ont perdu leur envie de manger, mais ont conservé leur réaction faciale agréable lorsque de la nourriture leur était apportée directement dans la bouche. C'est-à-dire que le plaisir était resté. À peu près tous les médicaments qui sont addictifs, tous nos comportements qui sont addictifs, vont déclencher une poussée de dopamine, c'est-à-dire une poussée de désir dans le cerveau. Et c'est ça qui vous rendra incapable de résister à l'envie de consommer un peu plus. Et avec une consommation régulière, le désir augmente, alors que le goût, notre goût pour une drogue, stagne, diminue, ok? Et comme je disais tout à l'heure, ça s'appelle la tolérance. D'accord? Sachez que dans le cadre de mes propres recherches pour un programme que j'ai monté, dont je vous parlerai tout à l'heure, ok? C'est un programme de soutien à l'addiction à la dépendance. Toutes les recherches montrent en fait qu'il y a une petite subdivision de l'amygdale. Okay, je vous rappelle, l'amygdale, c'est la structure cérébrale en forme d'amande. Okay. Souvent, l'amygdale, elle est connue plus dans le rôle de la peur ou des émotions. Quand je vous parle d'anxiété, je parle souvent du système amygdalien. Et il y a des études qui ont montré que en fait, l'activation de cette zone va rendre les souris beaucoup plus susceptibles de présenter des comportements de type dépendance. Concentration accrue, augmentation rapide de la consommation, par exemple de la cocaïne ou du sucre, et même mastication compulsive. C'est-à-dire qu'on voyait même ces rats qui attaquaient le distributeur de cocaïne. D'accord? Et en fait, ce sous-domaine de l'amygdale peut également impliquer des désirs humains qui sont excessifs, et c'est ça qui va nous conduire à faire des choix qui vont être des choix dangereux. D'accord? Ça veut dire que les personnes inconsciemment dépendantes vont continuer à générer ce comportement juste pour le désir. Et sachez qu'en fait, il y a très récemment, là on va dire sur les 25 dernières années, il y a eu une épidémie d'opioïdes aux États-Unis et en Europe. Okay, et en fait, c'était une addiction à ce qu'on appelle des toxicomanes par inadvertance. D'accord? Les opioïdes, alors on a l'oxycodone, on a le Percocet, on a la Vicodine, on a la fentanyl, ça ce sont des molécules et en fait ce sont des molécules qui vont vous aider à traiter de façon très efficace des douleurs qui sont quasiment insurmontables. Maintenant, ça produit également de très grandes quantités de dopamine. Et la plupart des personnes vont commencer à prendre des opioïdes sur ordonnance, pas pour le plaisir, mais pour contrôler la douleur. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est même prescrit par le médecin. Donc le plaisir qu'ils y éprouvent, d'abord, ça va être un soulagement de la douleur. Le problème, c'est qu'avec le temps, les utilisateurs ont tendance à développer une tolérance. Le produit devient de moins en moins efficace, donc il faut en prendre
des doses de plus en plus importantes pour contrôler la douleur, et ça provoque à son tour une augmentation massive de dopamine dans le cerveau. Et en fait, à mesure que la douleur s'atténue, les personnes se retrouvent inexplicablement dépendants du produit ou obligées d'en prendre de plus en plus. La consommation régulière de quantité de drogue va provoquer une réaction excessive du système du désir. Et le même système de désir du coup devient plus sensible. Et c'est ça qui va déclencher un désir insatiable en présence du produit ou de tout ce qui va être associé au produit. Ça, c'est encore une fois un effet de l'amygdale. Et donc, tout ce que je viens de vous dire, ça peut inclure des produits de consommation, des émotions négatives, le stress, certaines personnes, des lieux spécifiques. C'est ça qui va déclencher l'envie, le désir. Et l'élément associé au produit, c'est l'un des plus grands défis auxquels les personnes dépendantes sont confrontées. Et en fait, ces changements dans le cerveau peuvent être très durables et pour certaines même permanents. On sait qu'il y a certaines personnes qui semblent, je veux dire, enclines à un tel changement. Ça veut dire quoi? Il y a une étude qui suggère que des facteurs génétiques pourraient contribuer à la susceptibilité de tout ça. On va être plus susceptible d'eux. Ce qui explique pourquoi, par exemple, des antécédents familiaux de dépendance vous exposent aussi à un plus grand risque. Autre chose, il y a des facteurs qui sont générateurs de stress, des expériences difficiles de l'enfance, des violences physiques qu'on a eues, un stress permanent au travail, même chez les adultes. Ça semble augmenter les facteurs de risque. Donc, il faut faire la distinction. Aussi, une autre, c'est qu'il y a une dimension du choix dans la dépendance. Beaucoup d'entre nous sont souvent dépendants de drogues telles que l'alcool ou la nicotine. Parfois, on peut même en abuser, d'accord ? Maintenant, dans la plupart des cas, ça ne signifie pas obligatoirement dépendance, d'accord ? Ça, c'est dû en partie au fait qu'on essaie toujours de trouver un équilibre et choisir d'autres plaisirs. Passer du temps en famille ou nous engager dans des activités qui, obligatoirement, n'impliquent pas la consommation de drogue. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des personnes qui vont avoir un équilibre psychologique majeur dans pas mal de domaines peuvent être en contact avec ce genre de produit sans en devenir dépendants. En revanche, pour ceux qui sont sujets à des fringales excessives, eh bien, maintenir cet équilibre, par exemple, ça peut être difficile. Donc une fois que les chercheurs auront identifié ce qui provoque une réaction excessive du système de manque d'un individu, je pense qu'on sera un peu plus en mesure d'aider, notamment tout le corps médical, à mieux gérer les risques qui sont liés à la prescription de substances qui vont avoir ce potentiel de dépendance avec les patients. Mais en même temps, on a cette responsabilité de changer notre façon de penser la dépendance. Et j'aime ce qui vient de se passer sur ces 15 dernières années dans ce domaine. Je sais aussi que notre manque de compréhension de ce qui peut ou pas conduire à une dépendance signifie que ça pourrait facilement nous affecter tous, vous et moi. Et dans de nombreux cas, les personnes dépendantes, elles ont envie d'arrêter. D'accord ? Ça veut dire que pour la plupart, elles sont pleinement conscientes de la douleur et de la souffrance que la dépendance provoque à leur entourage. On sait que la dépendance va créer simplement un besoin tellement intense que la personne ne peut pas la surmonter seule. C'est la raison pour laquelle les personnes aux prises avec une dépendance ont besoin d'un soutien, d'une compréhension, de compassion, et pas de méfiance ou de rejet que souvent la société accorde à ces personnes. Alors vous allez me dire comment ça se développe la dépendance? Ça, c'est une question qui revient très souvent quand on parle de consommation ou d'addiction, quelle qu'elle soit. D'accord ? En clair, c'est comment vous êtes devenu accro. Alors, il n'y a pas de réponse hyper précise ou préconçue, parce que la dépendance, elle est propre à chaque personne. Pour certains, c'est facile de succomber à leur vice, alors que pour d'autres, les surmonter, ça reste quelque chose de plutôt naturel. Quand on parle de dépendance, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Je vous ai parlé de la génétique, il y a l'éducation, et puis aussi nos fréquentations. Une personne, elle est influencée par de nombreux facteurs. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on ne réagit pas de la même manière d'une étape de vie à l'autre. Parce qu'il y a des moments où on va avoir des situations de stress plus importantes. Donc, peu importe l'addiction,
drogue, alcool, comportement, peu importe. Les personnes qui sont concernées vont être victimes d'un espèce de cercle vicieux qui s'aggrave avec le temps. Et ça va devenir chaque jour de plus en plus important. Et en démystifiant le développement de la dépendance, vous pouvez vous aider et vous donner justement les moyens d'aider aussi un proche à réussir à se libérer une fois pour toutes de la dépendance. D'accord ? Comment vous devenez dépendance? D'abord, il y a une phase de test. Cette période, elle comprend l'essai de la nouvelle chose. Un comportement, une substance, quelque chose que j'ai jamais essayé, ou un comportement nouveau que je découvre. Okay ? Sachez que quand on parle de drogue, certaines drogues ne créent pas immédiatement de dépendance, alors que d'autres ont des effets irréversibles qui influencent le développement de la dépendance. On parle de l'héroïne, du crack, et puis là maintenant il y a de nouvelles drogues, la drogue du zombie, vous avez vu ça? C'est un truc assez hard, d'accord? Donc, on a une phase de test et de découverte. Après, on a une phase d'abus. Une fois qu'on a expérimenté, on va s'y intéresser de plus en plus et les personnes vont être de plus en plus disposées à reprendre une substance ou à réessayer le comportement. D'ailleurs, juste un truc intéressant. Par exemple, les dealers de drogue, la plupart du temps, ils vont vous donner accès hyper facile à la drogue. Ils vont vous faire sniffer, par exemple, de la cocaïne et c'est gratuit. Non, mais t'inquiète pas, non, c'est gratuit, t'inquiète, ça me fait plaisir. Jusqu'au jour où vous commencez à être accro, et là, vous allez vous rendre compte que vous vivez le manque. Et la personne va dire, non, par contre, je ne peux pas te donner ça tout le temps gratuit. Et voilà. Okay. C'est comme ça qu'on rentre dans ce cercle-là. Mais on constate aussi que la surconsommation, elle peut entraîner des dommages physiques et psychologiques. Et que les personnes qui souffrent de dépendance ignorent leurs problèmes, mais très souvent ignorent aussi les effets hyper néfastes qui en résultent. Sauf le jour où, malheureusement, ils sont confrontés à l'inévitable. Donc, on a une phase d'abus, puis après, on a une phase d'adaptation. Le corps et l'esprit sont maintenant habitués aux substances ou au comportement qui est nocif. D'accord ? C'est-à-dire que la personne, elle a développé une tolérance à l'égard de sa dépendance. Donc, il y a un sentiment de manque qui s'installe à ce moment-là. Et pendant cette phase, la consommation augmente, va se répéter de plus en plus fréquemment, et ça va atteindre l'état qui est souhaité, c'est-à-dire le plaisir à travers le désir. D'accord ? Donc, la dépendance, elle va se jouer à un niveau psychologique et à un niveau physique. D'accord ? Et une fois que ce stade il est atteint, les effets sont pratiquement irréversibles. Et les gens ne peuvent quasiment pas abandonner ou résister au sevrage. D'accord ? C'est-à-dire que leur esprit, il est complètement concentré sur la dépendance. Et les pensées ne cessent de pointer vers la consommation. Une fois encore, consommation de produits ou de comportements. C'est-à-dire que sa dépendance devient sa priorité. C'est plus important que la famille, que les amis, que le travail, et que même parfois ses propres intérêts, nos propres intérêts. Il y a très peu de gens qui peuvent comprendre ça par eux-mêmes. Okay ? C'est pourquoi c'est important d'abord, de consulter, d'avoir un accompagnement médicalisé. Okay ? Il y a les addictologues et les médecins addictologues, c'est important. Et c'est aussi important de mettre en place une transformation, dont je vous parlerai tout à l'heure, dans quelques instants. D'accord ? Mais il y a plein d'autres problèmes qui peuvent surgir à ce moment-là. L'endettement, l'éloignement des proches, l'isolement, la dépression, la criminalité. Et quoi qu'il arrive, le manque profond d'estime de soi et la perte totale de schéma de réussite. D'accord ? N'attendez pas d'atteindre ce stade de l'addiction de votre vie. Et informez-vous auprès de spécialistes. D'accord ? C'est super important. Il y a des facteurs qui favorisent l'addiction. D'accord ? Une addiction, c'est une dépendance à une activité ou à une substance, avec des conséquences qui sont néfastes, de façon systématique, pour la santé de la personne. D'accord ? Ça peut être favorisé par plein de facteurs. D'accord ? Souvent des facteurs environnementaux ou des facteurs qui sont liés à votre propre histoire. À quoi on reconnaît une addiction ? En fait, il est possible d'avoir un comportement de consommation de substances. Okay ? Ça peut être des substances psychoactives ou de jeux, par exemple, ou de pornographie, ou de compulsion alimentaire. Et
il y a plein de choses qui ne répondent pas aux critères de l'addiction. Par exemple, boire un verre d'alcool avec une personne, un bon verre de vin, ça fait partie des comportements qui sont intégrés aux habitudes sociales qu'on a aujourd'hui. D'accord ? On peut se prendre un petit verre, on peut prendre l'apéro, le fameux apéro, ok ? C'est quand la consommation devient plus fréquente, qu'elle devient incontrôlée et qu'elle a des répercussions sur nos propres vies, que le risque d'addiction est en train de s'installer. D'accord ? Donc en pratique, on va distinguer 3 types de symptômes de l'addiction. D'abord, des symptômes qui sont liés au comportement addictif. Ça veut dire que les comportements addictifs de la personne vont envahir progressivement sa vie quotidienne, comme je vous disais tout à l'heure, au détriment de sa vie de famille, au détriment de son boulot. Et du coup, il va y avoir plein de symptômes comportementaux. D'abord, la perte de contrôle. La perte de contrôle sur la quantité de substances que la personne est en train de prendre. D'accord ? Ou alors le temps qu'elle dédie à l'activité. C'est-à-dire que la personne va commencer à jouer de plus en plus, ou elle va fumer de plus en plus. Après, autre facteur comportemental, c'est ça, l'impossibilité croissante d'arrêter ou de réduire les comportements addictifs. Et ça peut être aussi le craving. Alors c'est quoi le craving ? Le craving, c'est l'envie irrésistible de consommer alors que la consommation, elle est inappropriée. Ça veut dire que la personne ne parvient pas à la faire disparaître ou à l'atténuer. C'est comme pour les envies dites normales, c'est-à-dire qu'on va dire contrôlées. Je lisais un article la semaine dernière qui a un homme qui a été pris en train de se masturber dans l'avion. C'est-à-dire que là, on atteint des niveaux quand même de craving très très forts. On est dans un endroit enfermé, public, et la personne va faire un truc qu'on ne peut pas faire. Okay ? Donc ce craving-là, c'est un symptôme durable de l'addiction sur laquelle la plupart des traitements que les personnes vont prendre va intervenir. D'accord ? C'est fluctuant dans le temps pour une même personne et c'est fluctuant selon le niveau de stress que vous avez et le niveau de bien-être qui est le vôtre. C'est pour ça que sans accompagnement et une transformation psychologique personnelle, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé. Attends, tu étais désolé de quoi ? Les comportements, les répercussions sociales, okay, et puis parfois aussi médicales. On sait que l'addiction elle a des conséquences sociales qui sont durables dans le temps. D'accord ? Isolement, marginalisation, les personnes vont être stigmatisées. Pour certains individus, il peut y avoir de la déscolarisation. On va perdre notre boulot. Malheureusement, très souvent, des séparations. Et puis, la plupart du temps, des problèmes financiers. D'accord ? Ça a aussi des répercussions médicales. D'accord ? Qui sont liées naturellement au type de consommation, avec ce que vous allez prendre comme produit ou au type de pratique. Mais pour beaucoup d'entre eux, à peu près 88%, les personnes qui vont être addictes à une drogue dans une vie vont avoir des problèmes de neurodégénérescence plus tard. Donc c'est pas anodin du tout. D'accord ? On sait que par exemple, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème qui est lié à la dopamine, par exemple, on sait que Parkinson est lié à un manque de dopamine dans la matière noire, dans notre cerveau. D'accord ? Donc, il y a un lien, on sait, entre consommation de drogue et les parkinsoniens, par exemple. D'accord ? Il y a aussi des produits que l'on va prendre qui vont directement impacter une certaine forme de neurodégénérescence, comme la sclérose en plaques ou l'Alzheimer. D'accord ? Donc, il y a des symptômes qui sont propres à l'usage des substances, par exemple psychoactives. Okay ? On sait que l'exposition chronique et répétée à une substance psychoactive, et c'est le cas, va entraîner des phénomènes d'adaptation, okay, progressivement. Ça veut dire que ça va mener à l'apparition d'une augmentation de la tolérance aux produits. C'est-à-dire qu'au fil de la consommation, pour une même dose, l'effet recherché de la substance va s'atténuer et la personne doit augmenter des doses beaucoup plus importantes pour obtenir l'effet qu'elle désire. D'accord ? Pour avoir ce plaisir à travers le désir. On va aussi avoir des symptômes spécifiques de sevrage, d'accord, à la substance. Quand il y a des tentatives d'arrêt de consommation, par exemple, le syndrome de sevrage alcoolique va se caractériser par des tremblements, de l'anxiété, une agitation, très souvent une dépression, des nausées, des états de malaise, d'accord ? Donc ça fait partie du système. C'est quoi les conséquences de l'addiction dans le temps ? Quand elles ne sont pas soignées, les addictions, elles ont des conséquences médicales, comportementales et sociales.
d'accord? Ça veut dire qu'il y a des complications immédiates et d'abord à court terme et à moyen terme, d'accord? C'est-à-dire qu'on sait que l'usage excessif d'une substance addictive peut être à l'origine, par exemple, d'une overdose, d'un coma, d'une réaction du corps. La consommation d'alcool et de drogue peut augmenter, par exemple, le risque d'accident, d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. On sait qu'une addiction sévère qui n'est pas soignée, ça conduit irrémédiablement à la perte de la motivation, à une dégradation des relations avec l'entourage, à l'isolement, à une perte d'emploi, à l'absentéisme scolaire, comme je disais tout à l'heure, même parfois jusqu'à la déscolarisation. Okay. Une désocialisation, et on va être vraiment mis de côté, ce qu'on appelle la phase de marginalisation. Ça, c'est des effets à court, moyen terme, seulement. Mais il y a aussi des effets à long terme, d'accord? L'addiction à certaines substances, ça va provoquer des effets graves secondaires. On sait qu'il y a plein de cancers qui sont associés à la consommation d'alcool et de tabac. Okay, il y a plein de troubles neurologiques qui peuvent apparaître chez les consommateurs réguliers de drogue. Bon, je ne vous parle même pas des contaminations de maladies sexuellement transmissibles. Ça peut être lors d'échanges de seringues pour les consommateurs de drogue qui sont injectables, ou même des personnes qui vont avoir des sex addicts, qui vont avoir des comportements à risque au niveau sexuel et vont avoir des rapports sexuels non protégés, parfois même avec des personnes qu'ils savent profondément à risque. D'accord ? Il y a aussi des troubles psychiques et cognitifs. Par exemple, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, une défaillance dans la résolution de problèmes, grosse difficulté à se concentrer et parfois des difficultés à s'exprimer. Et ça, naturellement, ça a obligatoirement un impact sur ou nos résultats scolaires ou nos résultats professionnels. On sait que les jeux d'argent aussi, endettement, délit, des vols, il y a des personnes qui vont falsifier des chèques ou des choses comme ça, enfin bref, c'est grave. Juste un point sur la cannabis, sur la consommation de cannabis à l'adolescence. Parce que je sais que certains pays tentent à vouloir légaliser le cannabis et vont dans ce sens, d'accord ? Mais comprenez une chose, toute drogue reste une drogue et les conséquences à très long terme sont encore mal connues, et en tout cas pas assez diffusées. On sait que par exemple la consommation d'alcool ou de cannabis au moment de l'adolescence va avoir des effets sur le cerveau. Et les conséquences à très long terme font l'objet de plein de recherches scientifiques aujourd'hui. Mais juste, j'ai un truc. Pendant cette période, et jusqu'à là, je veux dire entre 20 et 25 ans, le cerveau, il est ce qu'on appelle en phase de maturation. Et pendant cette phase de maturation, on construit aussi encore en grande partie le cortex préfrontal, le cerveau paraît plus vulnérable aux effets toxiques. Ça veut dire qu'une consommation régulière et prolongée de cannabis, qu'on a amorcé à l'adolescence, va entraîner une altération des performances intellectuelles qui vont se traduire, écoutez-moi bien, par une baisse de notre quotient intellectuel à l'âge adulte, par des troubles cognitifs, donc difficulté de mémoriser, perte d'attention. Pour certaines personnes, attention, ça peut même être irréversible, d'accord ? Et ces anomalies sont indépendantes du niveau scolaire, d'accord ? Autre chose, il a été constaté que plus la consommation est précoce, notamment avant 15 ans, ce qui arrive quand même de plus en plus, je vous en parlais tout à l'heure, plus le risque de développer une addiction sur le long terme augmente. Mais pas simplement une addiction à la cannabis, okay, au cannabis, mais une addiction à toute forme de choses qui pourraient être source de plaisir. Et dernière chose, une intoxication chronique au cannabis chez de jeunes qui ont une vulnérabilité psychique, anxiété, troubles de la personnalité, ça peut être à l'origine de véritables, ce qu'on appelle des épisodes psychotiques. Bon, vous l'aurez compris, l'heure est assez grave. Et pour conclure tout ça, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un seul changement profond de notre psychologie personnelle, un changement profond de notre psychologie personnelle, c'est la seule chose qui va permettre de pouvoir mettre en place les changements nécessaires et de fabriquer la volonté qui nous permette d'arrêter de se détruire. Et si vous souhaitez sortir de la dépendance et développer le mindset qui vous permettra de vous en sortir définitivement, ou bien vous faites une cure, ou bien vous êtes engagé vraiment avec un accompagnant,
Mais quoi qu'il arrive, vous avez besoin d'être épaulé. Et pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé un programme spécial pour ça. Vous en trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Et le but, c'est de vous permettre de comprendre d'abord en profondeur les raisons qui nous maintiennent dans nos dépendances. Et surtout, c'est un programme complet pour pouvoir changer notre rapport à l'objet de l'addiction. D'accord? Donc il y a des exercices cognitifs, et que l'addiction soit un produit ou un comportement. Hein, d'accord? Donc il y a beaucoup de travail sur des systèmes de respiration. C'est naturel. Okay, naturellement, tout ce programme ne vient pas en complément, ne vient pas en contre, pardon, d'un travail que vous pouvez faire avec un professionnel. Au contraire, c'est un complément hyper riche. Okay, et parfois, le problème, c'est que très souvent, trop souvent, une personne qui est addicte a la volonté de s'en sortir, mais elle a honte de le faire. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de systèmes qui vous aident à distance. Donc on a créé ce programme, je dis « on » parce qu'en fait, depuis plusieurs années, j'ai une activité avec un monsieur qui s'appelle Oliver, ici chez moi en Israël, où à peu près une fois toutes les 2 semaines, on se retrouve et on travaille à 2. Okay, c'est un certain type de thérapie, justement avec des personnes qui sont addictes. Okay, à toute forme d'addiction. On a des personnes qui sont addictes à l'alcool, à la drogue, au sexe, aux jeux, aux écrans. On a même des personnes qui vapotent et qui sont droguées à ça. D'accord ? Donc ce programme, c'est un coaching spécialisé juste pour vous soutenir et pas à pas vous guider dans une transformation qui, vous le verrez, je pense peut-être à la base de votre plus belle évolution dans votre vie. Parce que cette fois-ci, vous allez prendre tout ce qui vous manque d'un point de vue psychologique et tout ce qui vous manque et pour lequel vous êtes allé chercher une compensation quelque part. D'accord ? On va travailler dessus et voilà, c'est un programme qui est juste fabuleux. Je vous en dis pas plus, il y a le lien qui est juste en dessous. Cliquez dessus si ça vous intéresse. Si vous êtes concerné par l'addiction, c'est-à-dire que, ou bien vous êtes concerné directement, ou que vous avez des personnes qui dans votre entourage sont touchés par ça, je vous en supplie, regardez la vidéo et ce programme, il est vraiment fait pour vous. Et on a une offre exceptionnelle, donc allez-y, c'est maintenant. Voilà. Je vous aime, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout et merci aussi de développer cette compassion pour les personnes qui sont dépendantes parce que c'est compliqué. Souvent, les personnes dépendantes se trouvent seules et je voulais cette vidéo d'abord pour vous expliquer qu'il y a un programme qui existe, mais aussi que ces personnes ont besoin de notre écoute et de notre compréhension. Et ça, c'est super important. Ça marche ? Je vous aime et je vous souhaite une très très bonne journée. Likez si vous avez aimé cette vidéo, partagez et dites-moi si vous avez été aux prises avec une dépendance quelconque. Ça m'intéresse vraiment. À très bientôt.